Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les passionnés de cyclisme dans un épisode spécial de Dans la tête d'un cycliste, le podcast qui explore les mystères et les défis qui se cachent derrière chaque coup de pédale. Je suis Arnaud Manzanini et aujourd'hui avec Loïc, on va tout vous expliquer sur l'hormèse. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et de la capsule donc Parole de coach. Préparez-vous à une conversation passionnante car l'hormèse peut influencer votre performance sur le vélo, mais aussi sur votre bien-être de manière inattendue. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde mystérieux de l'hormèse, comprendre ce que c'est, comment cela peut impacter les cyclistes et comment l'intégrer dans votre vie de cycliste pour maximiser votre potentiel. Alors que vous soyez en train de pédaler sur les routes ou tout simplement en train de vous détendre à la maison, préparez-vous à élargir vos horizons et à explorer des connexions surprenantes entre l'hormèse et le cyclisme. Alors Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer en introduction ce qu'est l'hormèse ? Alors, le mot déjà, il fait un peu mal. Le mot déjà, on a répété depuis 10 minutes pour ne pas se planter. Donc vas-y, explique-nous ce qu'est l'hormèse, s'il te plaît. Alors, c'est un mot scientifique qui explique un phénomène très simple. C'est que quand on applique une dose de stress à un corps vivant, il met en place des processus adaptatifs pour s'y habituer et devenir plus fort face à ce stress, tout simplement. Et souvent, alors je prends cet exemple-là, quand je donne les cours à l'IFMK à Bordeaux, donc c'est l'école de kiné, ou en STAPS à Bordeaux, je prends l'exemple de la mécanotransduction. Donc déjà, ça, je pense que quand tu l'as lu, tu te dis de quoi il parle. Donc la mécanotransduction, c'est un phénomène cellulaire qui s'est traduit, alors l'une des premières fois, c'était au CHU à Strasbourg, où ils ont remarqué que la contraction abdominale d'une femme enceinte influencer la longueur de l'embryon, du futur bébé. Pourquoi ? Parce que la contraction entraîne un stress au niveau des cellules embryonnaires et ces cellules mettent en place un processus adaptatif et se renforcent. Et ce stress entraîne prédéfinit la longueur de l'embryon. Et l'hormèse, c'est ça en fait, c'est tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, que ce soit nous ou n'importe quel animal, mais aussi les végétaux, vont s'adapter au stress qui lui est appliqué et mettre en place des processus pour devenir plus fort. C'est ça l'hormèse. Donc ce que tu veux dire, c'est l'objectif en fait, c'est d'habituer son corps à avoir des petits stress pour que le jour où on a un gros stress, on soit capable de mieux l'appréhender. Petit ou gros, on peut aussi habituer son corps à avoir des gros stress. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, et c'est ma philosophie d'entraînement, mais aujourd'hui, c'est l'entraînement. L'hormèse, c'est l'entraînement. C'est les blocs, c'est la préparation. C'est l'hormèse du sportif. C'est-à-dire que c'est l'entraînement qui te permet de mettre en place des processus adaptatifs et donc de progresser. Alors si tu peux justement nous rentrer dans un peu plus le détail. Là, tu nous as donné la définition, ce que c'était, mais comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Quand est-ce que ça a été découvert ? Si on pouvait rentrer un peu plus dans le détail. Alors, ça a été découvert très tôt. Alors, et je ne me rappelle plus de la source. Je ne sais plus si c'est un podcast ou un livre que j'ai lu cette histoire. Mais c'est une histoire d'un roi français qui s'est injecté un poison. Le poison qu'on utilisait à cette époque-là pour assassiner les gens importants. Il s'est injecté ce poison et il a augmenté la dose petit à petit jusqu'à ce qu'il est devenu protégé du poison. Okay. Immunisé. Et quand on a essayé de l'empoisonner, ça lui a rien fait. Donc ça veut dire ça fait très longtemps qu'on s'est rendu compte de ce phénomène hormétique. Et donc aujourd'hui, moi ce que j'aime bien, c'est de parler d'effets biphasiques sur les bénéfices et les dommages que peuvent provoquer l'application d'un stress. Et donc, ce que j'utilise comme image souvent, c'est l'image des zones d'adaptation, de mésadaptation, de désadaptation. Dans tout processus hormétique, si la dose est assez forte, tu vas
entrer dans un processus d'adaptation et être dans une zone qu'on considère où le corps s'adapte à... Bon, bah là, on va prendre l'entraînement comme exemple. L'entraînement, les stimuli de l'entraînement sont suffisants, pas trop haut bas, pour que le corps s'adapte. Quand tu te désadaptes, c'est que tu es rentré dans une zone où tu n'apportes pas assez de stimuli. Quand tu en apportes trop, on te dit que tu rentres dans une zone de mésadaptation. Tu vois ? Donc en fait, l'hormèse, ça serait la zone parfaite, la ligne d'équilibre. Exactement. Tu connais l'adage de Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça. Eh bien, elle est fausse, parce qu'en réalité, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort, seulement si tu en appliques assez ou pas trop. Ah non, c'est Loïc Lepoutre, les gens vont s'en souvenir. Voilà. Et ça peut faire sujet du bac, ça. Ouais, ça pourrait. Mais c'est intéressant. Je trouve qu'effectivement, dans la définition de l'hormèse, c'est de dire que c'est justement la ligne d'équilibre qui sépare les bénéfices des dommages. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, alors justement, tu parlais d'entraînement, c'est l'objectif de l'entraînement, c'est l'hormèse. Comment tu l'intègres dans l'entraînement sportif ? Bah voilà, tu vois, c'est quand je te parle de philosophie, c'est vraiment le mot est juste. C'est vraiment prendre en compte ce phénomène naturel qui régit la loi du vivant et de se dire voilà, moi j'entraîne et mon objectif ça va être d'appliquer un stress et qu'il soit progressif. C'est la fameuse progressivité. Exactement. On avait fait également un épisode sur ça. La surcharge progressive, c'est hyper important. Il faut qu'il soit progressif et adapté à la personne. Le stress appliqué à Arnaud ne sera pas le même qu'appliqué à Loïc. En tout cas, les réponses ne seront pas les mêmes. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. C'est que chaque année, tu découvres des nouvelles personnes. Donc, tu dois découvrir comment l'organisme de cette personne réagit au stress que tu vas vouloir lui appliquer. Donc déjà, tu as une phase d'observation. D'analyse des résultats. Ouais, tu vois, c'est hyper intéressant. Et en plus, cette personne-là, d'année en année, elle va évoluer. Elle peut changer d'environnement. Et les stress que tu vas appliquer et que tu as appliqués avant n'auront plus la même réponse. Donc il faut chaque année remettre à zéro et essayer de réfléchir pour continuer ce processus-là. Et tu vois, tu sais ce que c'est quand tu fais des longs rides tout seul, sans forcément écouter de podcast, mais tu vois, juste partir avec toi-même. T'es content de rencontrer du monde après. Voilà. Ouais. Non, moi j'aime bien parce que ça me permet d'aller loin dans mes pensées. Et je me dis même que ce processus-là, il pourrait t'amener à réfléchir sur le fait, est-ce qu'on a une limite dans la progression ? Est-ce que la limite n'est pas seulement le temps, en fait ? Tu vois ? Parce qu'en réalité, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent... on est dans la tête d'un philosophe aujourd'hui. Et tu l'as dit. Pas dans la tête d'un cycliste. Et tu l'as dit tout à l'heure, toi, pendant qu'on était au café. Tu as dit, si je fais cette course-là, mais je serai trop vieux. Tu vois ? Ouais. Mais en fait, ça ne veut rien dire. On ne dira pas laquelle. Mais... Parce que oui, tu vas perdre en capacité de VO2 max. Et ça, c'est nature. Enfin, chez tout le monde. À partir de 30 ans, tu peux perdre 1%, voire 1,5%. Enfin, ça dépend si tu es entraîné ou pas entraîné, mais tu perds 1% de VO2 max par an. Et ça, c'est vrai. Mais tu gagnes d'autres qualités. Et par exemple, en vieillissant, tu peux améliorer tes capacités aérobie et devenir plus endurant. Tu vois ? Donc en fait, il n'y a pas de... Tu te désadaptes jamais. Tu t'adaptes toujours à ce que tu vas mettre comme stress. Et ça, c'est hyper important. Et dans l'hormèse, Loïc, quel est le rôle ce que tu as mis dans la préparation de cet épisode, le rôle des micro-traumatismes ? Alors ça, tu vois, en course à pied, le processus hormétique, il se traduit au quotidien. Aujourd'hui, il est prouvé, alors là, je ne parle pas d'entraînement, je parle d'adaptation musculo-squelettique. Aujourd'hui, il est prouvé que pour que ton corps s'adapte au stress de la course à pied, au stress mécanique de la course à pied, le meilleur moyen, et attention, je vais choquer, c'est de courir tous les jours. Tous les jours. À une dose appropriée, mais de courir tous les jours. En tout cas, l'adaptation, là, au niveau musculo-squelettique, donc du fait des microtraumatismes, va s'opérer de la meilleure façon si tu le fais tous les jours à une dose appropriée. Pour le vélo, ça va être, par exemple, le renforcement musculaire. Si tu veux avoir un effet, c'est le même principe.
Tu vois, on va appliquer une dose et ces micro-traumatismes que tu vas créer dans la structure musculaire vont engendrer des processus adaptatifs qui vont faire que soit tes fibres musculaires vont se multiplier ou soit vont devenir plus efficientes. Il y a un impact également sur le froid et la chaleur. Alors si je vais rouler dans le grand froid, il est préférable que je m'habitue à rouler par petites doses dans le grand froid pour quand j'y passe la journée entière, je sois plus à l'aise et éviter le choc de la première journée où le corps s'adapte et c'est assez violent. Mais c'est exactement ça. Mais c'est pareil quand tu vas t'exposer à la chaleur. Si tu t'exposes à la chaleur de façon excessive d'entrée, les processus d'adaptation ne vont pas pouvoir se faire et tu vas faire par exemple une insolation, tu vois, ou une déshydratation sévère. Tu vois, c'est les mêmes processus. C'est pareil aussi, regarde, un élément aujourd'hui, c'est l'apport de glucides à l'effort. Aujourd'hui, donc il y a eu, t'en as parlé dans un de tes derniers podcasts sur Ultra Talk, il y a une mode du cétogène. Oui. Donc on a bien compris que c'était bien une mode et aujourd'hui on a une mode qui fait qu'on est à l'inverse, on ingère jusqu'à 120 grammes de glucides à l'heure. Voilà. Pour ceux qui suivent vraiment l'alimentation, moi je me souviens avoir eu une discussion hyper intéressante avec Even Stevenard, qui est un pilote mais aussi un cycliste. Ce gars-là est un champion. Il y a 3 ans de cela déjà, où je sais qu'il vit à Los Angeles, entre Las Vegas et Los Angeles, et il m'avait expliqué qu'il travaillait avec un nutritionniste et que les 60 grammes de glucides, il en fallait beaucoup plus pour être performant. Surtout sur du ultra. Voilà, très clairement. Après, il faut que le corps s'habitue à ça, parce que si tu n'es pas habitué, tu prends direct les 4 premières heures 120 grammes de glucides. Et donc, tu entraînes ton estomac à ça. Ouais, c'est très compliqué. Et c'est un processus hermétique. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, on parle d'alimentation, mais quelles sont les autres pratiques ? Je sais que dans la question que je vais te poser, il y a le jeûne intermittent, le jeûne. On va en parler, quelles sont les autres pratiques hormétiques pour progresser ? Je veux revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué. C'est qu'il n'y a pas d'adaptation à un stress sans repos. Ah, tu vois, et je progresse aussi, moi. Ouais, c'est très bien. Mais ça, là, je veux insister sur ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Et si des gens que j'entraîne m'entendent, ce sera aussi pour eux. Aujourd'hui, si ton corps ne se repose pas, le stress que tu as appliqué ne pourra jamais être adapté de façon optimale. Si je me repose, je régresse, Loïc. Mais non, tu rentres dans une zone, bien évidemment, dans une fameuse zone au-dessus de ta zone d'adaptation et tu vas rentrer plus tard dans la désadaptation. Alors en course à pied, c'est très simple, tu te blesses, tu vois, au moins comme ça c'est carré. C'est réglé. En vélo, c'est un peu différent parce que pour se blesser en vélo, c'est plus compliqué par l'entraînement parce que c'est un sport non porté. Mais par contre, tu vas rentrer dans une zone que tu as connue, le surentraînement. Ouais. Et tu connais des gens qui sont rentrés dans cette zone de surentraînement, il leur a fallu 6 mois pour revenir. Ouais, moi, ça m'a mis en l'air ma saison, très clairement. Et ça, c'est simplement parce que les doses de repos étaient jamais... Moi, quand je fais un plan d'entraînement, la première chose que je réfléchis, c'est les jours de repos. C'est la première chose, parce que sans repos, il n'y a pas d'adaptation au stress. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cyclistes, de jeunes cyclistes qui pensent... Comme j'ai pu le faire, moi également, je suis tombé dans ce piège-là où penser que se reposer, c'est régresser, alors que non, le repos est nécessaire pour progresser, justement. Donc tu fais bien de le préciser. Et je reviens sur ma question. Quelles sont les autres pratiques hormétiques pour la progression, dont le jeûne ? Alors, il y en a plein. Que j'ai fait ce matin, d'ailleurs. Je n'ai pas mangé depuis hier soir, tu vois. Alors, le jeûne intermittent, donc là, c'est pareil. Alors, c'est pareil. Ce sont des pratiques alimentaires qu'il faut pratiquer de façon encadrée. On ne se lance pas comme ça tout seul. Le jeûne intermittent, c'est prouvé scientifiquement, ça entraîne des processus adaptatifs qui peuvent être, qui sont intéressantes pour la pratique des sports d'endurance, pour plein de raisons. Et notamment parce que là on parle de jeûne intermittent, notamment c'est le repos digestif. Ça augmente ton niveau de repos digestif. Et comme le sport pratiqué à outrance a un effet délétère sur l'intestin, parce que quand vous pratiquez du sport, le sang il est dirigé vers les organes essentiels à ce moment, à le contexte. Et l'intestin, il n'est pas essentiel. Donc il y a une espèce de phénomène où l'irrigation sanguine est moindre au niveau de l'intestin. Et donc tous les éléments protecteurs, les micronutriments, n'arrivent plus à l'intestin. Et donc il y a un processus inflammatoire qui peut s'installer. Et donc le fait de pouvoir remettre au repos l'intestin à ce moment-là, c'est bénéfique forcément parce que tu vas améliorer ta récupération. Et le jeûne intermittent. Après, il y a l'exposition au froid et au chaud. Donc au chaud, on en a parlé. L'exposition au froid, je vous invite à regarder, je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Non. C'est un monsieur barbu
qui s'exposent au froid de façon régulière. Et ça, c'est pareil, l'exposition au froid, ça peut être juste une douche froide le matin, ça entraîne des processus hormétiques, notamment au niveau des mitochondries, qui sont essentiels à la pratique, dans la pratique des sports d'endurance et de la bonne santé. Vous avez aussi les exercices de respiration. Donc là, c'est un domaine passionnant entre la respiration buccale, nasale, les types de respiration. C'est un domaine passionnant. Et ça aussi, tu peux travailler des processus hormétiques en développant des techniques de respiration particulières. La natation, avec l'hypoxie, ça entraîne des processus hormétiques. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire l'entraînement croisé avec de la natation quand on fait du vélo, parce que ça va améliorer tes capacités pulmonaires, par exemple, ou tout simplement améliorer la capacité de ton organisme à distribuer l'oxygène dans tes organes. Ce qui est essentiel quand on fait du vélo. C'est pour ça que certains prenaient de l'EPO dans les années 90. Tu t'es repris, tu as dit prenne, tu as dit prenez. Oh, merci, je ne sais pas à qui tu penses, mais... Oh, je ne sais plus. mais comment tu intègres tout ça dans ta routine quotidienne ? C'est bien parce que le processus, un des éléments les plus adaptés au quotidien, c'est l'alimentation. Plus vous mangez d'éléments vivants, c'est-à-dire non transformés, okay. D'accord, non transformés, plus vous amenez d'éléments qui vont permettre d'améliorer l'adaptation au stress que vous allez vous être exposé. Et ça, c'est hyper important. Donc l'alimentation, le conseil le plus simple à donner au niveau alimentaire au quotidien, c'est de manger majoritairement à 95% des aliments non transformés. Déjà, si vous commencez par ça, ça sera simple. Tout de suite un effet bénéfique sur la santé, je dirais. Tu vois, par exemple, on parle de vélo, donc on parle de pâtes. Les pâtes, c'est transformé. Ah bah oui, très clairement. Le pain, c'est transformé. À chaque fois, réfléchissez à ce que vous mangez, ça a été transformé par l'homme. Alors, quand tu dis réfléchissez à ce que vous mangez, ça m'amène à... Tu parlais de l'écoute de son corps... justement les stress que tu introduis, que ce soit sur le vélo ou à côté du vélo, dans la respiration, tu parles de la respiration, c'est qu'il faut être en capacité à évaluer, en capacité à essayer de détecter quel impact ça a sur le corps. Donc ça veut dire qu'il faut quasiment au quotidien avoir presque une concentration ou une veille sur qu'est-ce que tu ressens à cet instant-là. Tu as fait ton petit-déj il y a 2 heures, 3 heures, 4 heures. Est-ce que tu as un pic de forme ? Comment tu te sens ? Ça, c'est hyper important aussi. L'auto-évaluation, c'est hyper important. Et toi qui es fan des data, tu vois, s'il y a bien un truc où je reviens, c'est sur ça. C'est que les data, aujourd'hui, c'est parfait. Seulement si tu sais avant de t'auto-évaluer. Tu vois, et souvent, on a fait l'inverse. On dit, c'est les data, on dit ça, alors c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord tes données subjectives qui doivent être au-dessus des données objectives que te ramène l'appareil connecté. Et donc, l'auto-évaluation, c'est faire attention à la façon dont je respire pendant ma séance. Tu vois. Tout bête. Qui fait attention à ça ? Alors, c'est vrai que je n'ai plus, mais j'ai eu une Apple Watch. Et c'est vrai qu'il y a une application qui, en fonction de ton flux sanguin, de ta respiration et de tes battements, tes pulsations, te déclenche dans la journée une alerte de stress, qui te dit respirer. Par exemple. Garmin fait ça. Voilà, qui te dit respirer. Et donc, ça te dit, prenez 3 minutes pour respirer. Et donc, en fait, tu as un cercle sur ta montre de la vitesse à laquelle tu dois inspirer et la vitesse à laquelle tu dois expirer. Et tu fais ça 3-5 minutes. Oui, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la cohérence cardiaque. Et donc, ça s'applique comme ça. Tu as 2-3 alertes dans la journée en fonction de ton état de stress. Et là, je trouve très intéressant parce que les datas peuvent t'accompagner, en fait, ou t'alerter. T'accompagner, c'est t'accompagner, le bon mot. Ils sont là pour t'accompagner. Mais il faut apprendre à s'écouter. Et dans les processus hormétiques, c'est ça. Parce qu'en fait, à quel moment je vais commencer à me désadapter, tu vois ? Eh bien, c'est là. C'est moi qui vais le ressentir. Tu vois, tout simplement, quand je me réveille le matin, je ne regarde pas tout de suite mon score de sommeil. D'abord, je me pose la question, est-ce que j'ai bien dormi ou pas bien dormi ? Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait, la réponse, elle dépendait de ce que tu regardais. Mais sûr, d'abord, pose-toi la question et après, regarde. Parce que des fois, les appareils ils mesurent mal. Ou alors, il peut y avoir un léger écart, mais c'est comme, je pense également, tu sais, à ces patchs Super Sapiens où c'est très très bien. Par contre, si tu ne l'alimentes pas de données personnelles, exactement.
en fonction de ce que tu as mangé, pourquoi tu as ce pic, est-ce que tu as mangé une pizza ou est-ce que tu as mangé un hot dog ou est-ce que tu as mangé un plat de pâtes. Tout ça, ça va te servir justement à faire l'analyse. Et même moi, tu vois, le Super Sapiens, moi je l'utilise pendant la séance, mais avant de regarder ce qui est marqué, la personne doit se dire qu'est-ce que je ressens. Tu vois, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens ? Où est-ce que j'ai mal ? Où est-ce que sont les tensions ? À quoi je pense, tu vois, parce que les pensées négatives, quand tu arrives à un manque de glucides, elles sont plus nombreuses. Mais là aussi, il y a ce côté personnel et paramètres propres à la personne, parce que quand tu prends notamment un Super Sapiens, tu mets ce patch qui te permet de vérifier ta glycémie en live. En fait, il y a la zone cible, elle est paramétrée par défaut. Et en fait, moi, les premières fois où je l'ai utilisé, je n'arrivais jamais à atteindre cette zone par défaut. C'est-à-dire qu'il fallait être entre, je crois, 110 et 140 de grammes pour être efficace. Et moi, j'étais à 80, tu vois. En plein effort, en mangeant une banane, des pâtes de fruits, en buvant de la boisson, j'arrivais pas à atteindre cette zone, quoi. Et donc, en fait, j'ai bien compris que c'est parce que mon corps n'était pas efficace dans cette zone-là. Et je pouvais bouffer tout ce que je voulais. Je n'arrivais pas à atteindre cette zone, quoi. Ou en tout cas, je faisais un pic, mais je n'arrivais pas à maintenir. Et donc, il faut être à l'écoute de son corps et bien connaître comment on fonctionne pour que cette zone, elle soit non pas délimitée par défaut, mais elle soit personnelle, pour justement que le travail se fasse beaucoup mieux derrière. C'est exactement ça, l'auto-évaluation. Et quelles sont les limites de tout ça quelles sont les limites et en même temps les précautions à prendre par rapport à l'hormèse? Déjà, il faut y aller progressivement. Tu vois, quand je dis ça, je repense à nos amis dans la tête d'un guidon, là, qui n'ont rien fait pendant des mois, qui sont allés se faire le tour. Qu'on connaît très très bien dans la tête d'un cycliste, d'ailleurs. Ouais, qui sont allés... c'est ça, c'est dans la tête d'un guidon. Non, la tête dans le guidon. La tête dans le guidon. Ouais. Grégolito et... C'est ça. Je sais plus. Et qui produisent du contenu dans la tête d'un cycliste, et notamment sur le tour, où ils ont été faire l'étape du tour sans entraînement. Voilà, alors là, ça c'est le truc. Voilà, ça, si vous voulez rentrer dans une zone de désadaptation, c'est ce qu'il faut faire. Mais je leur ai lancé le défi parce que je sais qu'ils roulent pas, et je leur ai dit qu'ils n'étaient pas capables de faire le 300 km sur la Race Cross France l'année prochaine. En fait, tu veux qu'ils fassent plus de sport pendant un an. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Faire écouter son corps, planifier progressivement, mettre de la progressivité, ça c'est hyper important. Après, les limites, c'est toujours pareil, hein, c'est l'extrême, tu vois. C'est pas assez et trop. Voilà, ça c'est trop, c'est je vais faire l'étape du tour. Quand trouver le bon équilibre. Et pas assez, c'est après l'étape du tour, je suis tellement fracassé que je fais rien pendant 3 mois. Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Mais c'est trouver le bon équilibre, amener toujours du stress. Nous sommes des êtres vivants qui ont besoin de stress pour s'adapter. Sans, on se désadapte. Et c'est le malheur de la sédentarité aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les maladies modernes, elles sont évitables simplement en mangeant correctement et en bougeant. Tu sais, ça me fait penser, parce que j'ai quelques insomnies en ce moment, hein, on en a parlé, et donc j'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo de Bernard Tapie, qui était en fin de vie, et c'était une de ses dernières interviews, et on lui posait une question justement sur quels conseils vous pouvez donner, et en fait il expliquait que en fait, l'énergie c'était l'immunité. C'était le fait d'être en mouvement, d'être en bonne santé, c'était l'immunité. Donc le fait de toujours garder de l'énergie, de faire des choses pour avoir de l'énergie, hein, que ce soit corporelle, intellectuelle, bref, c'était l'immunité d'une personne. Je ne sais pas si tu es en phase avec ça. Oui, en tout cas, tout ce que tu dis me fait penser à ça. Tout à fait. Je suis en phase, voilà. en phase avec ça. J'ai cité le bon exemple. Et qu'est-ce que tu peux nous partager également, Loïc, puisqu'on arrive en fin d'épisode, sur je ne sais pas si tu peux récapituler un peu les avantages de l'hormèse. Il y a une réflexion finale. Un point aussi important, c'est que c'est individuel. C'est pas parce que le copain fait ça que je vais faire ça. Et je vais prendre un exemple très simple, ce fameux régime cétogène. Qui, dans un cadre... Qui consiste à manger des plaquettes de beurre. Non, c'est pas exactement ça. Qui consiste à réduire drastiquement l'apport en glucides à hauteur de 50 grammes par jour. En 50 à 60. Le minimum pour que ton cerveau fonctionne. Voilà, en gros. Certains ont dû oublier, je pense. Mais, ouais. Mais si tu veux, scientifiquement, ça a montré des effets positifs dans certains cas. Alors, moi, je trouve que ce genre de... Je ne sais pas si on peut les appeler de régime, mais ponctuellement, c'est très bien. Je trouve que tu ressens un regain d'énergie ponctuellement. Mais dans la durée, c'est quand même hyper exigeant, quoi. Oui, mais non.
Parce que, il y a une science qui s'appelle la génomique. Mais tu nous sors des noms sur cet épisode, c'est incroyable. La paléogénomique. En gros, c'est l'évolution de nos gènes au fil de la colonisation de notre environnement. Il y a un gène qui s'appelle ApoE, qui a de 3 types. 2, 3, 4. 4, c'est le plus ancien, et 2, c'est le plus récent. D'accord ? Aujourd'hui, la population européenne est ApoE3. Proche des équateurs, la plupart ont ApoE4, dominant. Et au nord, les Inuits, ils sont ApoE2 majoritaires. Et en fait, ce gène-là, il code sur ta capacité à utiliser les lipides. ApoE4, c'était les chasseurs-cueilleurs. Donc aujourd'hui, effectivement. Et aujourd'hui, ces gens-là, si tu leur fais un régime cétogène, ça passe pas. Ça passe pas du tout, parce qu'ils ont besoin d'un apport de glucides. Les 3, c'est un mixte, c'est plutôt low carb, tu vois. Enfin bon, peu importe, mais c'est mixte. Et les ApoE2, c'est l'inverse. Eux, ils sont adaptés totalement au régime cétogène. Donc c'est un exemple. Ça dépend de qui t'es. Et en fait, il faut pas rentrer dans l'effet de mode. On est tous différents. Donc essaye, mais n'insiste pas si tu ressens les choses négativement. Bon, c'était très intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin, Loïc, sur l'hormèse, ou est-ce qu'on a tout dit à travers cet épisode? Je pense que beaucoup de personnes ont appris de nouveaux mots aujourd'hui. Voilà, on n'a pas tout dit parce que c'est énorme. Tu vois, par exemple, tu parlais de ton expérience avec Bernard Tapie. Ça m'a fait, j'ai fait un bug dans mon cerveau parce qu'en fait, j'ai oublié de parler d'un truc. L'exposition à la lumière. L'exposition à la lumière rouge. Celle où le soleil, quand le soleil se couche ou se lève, la lumière rouge, c'est là où, à ce moment-là où elle est plus importante. À l'inverse de la lumière bleue. La lumière rouge favorise l'hormèse mitochondriale. La lumière bleue, celle des téléphones, tue l'hormèse mitochondriale. Donc le conseil qu'on peut donner aux cyclistes, c'est d'aller rouler après le travail. Mais tu sais, c'est génial. Exactement. Et le nombre de personnes qui disent je me sens mieux au lever du soleil. Sur le long, qui disent je me sens mieux au début de la journée ou à la fin de la journée. Tu vois, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Et ces phénomènes-là, ils s'expliquent ça par ça, en fait. Et donc moi, pour conclure, je dirais très simplement, profiter de ce phénomène incroyable de la vie pour progresser, que ce soit physiquement, mentalement, à juste dose et de façon individualisée. Et puis écoute, un grand merci Loïc pour ce partage autour de l'hormèse, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci à tous.